qui vient de Toulouse, qui était chargé de mission à la mairie de Toulouse et qui vient de sortir un essai qui se nomme « Les préalables au développement du Sénégal ». Donc c'est un essai qui va parler un peu de tous les domaines économiques au Sénégal, notamment l'éducation au Sénégal, le secteur informel, un peu partout, quoi, un peu de tout. Donc je vais vous laisser la parole, qu'on commence. Je suis très honoré d'être là parmi vous pour vous parler du Sénégal, de ce que j'ai remarqué d'abord en tant que chargé de mission, coopération décentralisée, travaillant aux relations internationales, tout le long de mes différentes missions au Sénégal. Mais tout d'abord en tant que étudiant sénégalais concerné par la situation. Donc, et j'ai intitulé l'essai « Les préalables au développement du Sénégal », de la nécessité de changer de méthode. Quand j'étais jeune, j'ai 33 ans aujourd'hui, mais quand j'étais à l'école primaire, on nous apprenait que la balance commerciale du Sénégal était déficitaire, que nous importions plus que nous exportions. Devenu adulte, je me suis posé la question à savoir comment faire pour inverser la tendance. Et c'est avéré alors qu'il y avait un préalable au développement tel que nous le concevions. Si le développement était une plante, nous dirons qu'il lui manque un terreau favorable à sa germination. Ce terreau ou écosystème favorable fait défaut à l'heure actuelle. Les scientifiques diront que les 5 TP ne sont pas réunis. Les conditions nécessaires au développement du Sénégal ne sont pas encore réunies. Qu'entendons-nous par développement? Pour nous, le développement est l'expansion de l'économie. Pour nous, il se résume en la satisfaction de 4 besoins. Manger à sa faim, se soigner quand on est malade, s'abriter dans une maison du froid, de la pluie et du vent, et bénéficier d'une éducation. Savoir lire, écrire, compter et commenter. Si nous arrivons à faire de telle sorte que le plus grand nombre ou toute la population arrive à satisfaire ces 4 besoins, nous pourrions dire que le Sénégal est un pays développé à nos yeux. Si nous avons raté le décollage économique, c'est qu'une fois indépendants, nous sommes précipités dans un modèle économique qui n'était pas le nôtre, dans des habits qui n'étaient pas les nôtres, dans des maisons qui n'étaient pas les nôtres, dans des voitures qui n'étaient pas les nôtres, délaissant les nôtres. Et donc, j'ai appelé cette situation le malheur des peuples dominés. C'est que les peuples dominés, une fois libérés, veulent ressembler aux dominants. Au lieu de se réinventer, ils cherchent coûte que coûte à ressembler aux dominants. Pour ceux qui s'intéressent un peu aux différents livres révélés, At-Tawrat, Al-Qur'an ou l'Injil, la Torah, l'Évangile et le Coran, il est dit que le peuple juif, quand il a été libéré d'Égypte, a voulu adorer le veau d'or à l'image du peuple égyptien. Et que c'était pour une façon pour lui d'être égal à ce peuple qui avait longtemps dominé. Et pour les punir, Moïse avait demandé qu'ils errent pendant 40 ans à la recherche de la terre promise, afin que la génération qui avait connu l'esclavage meure et qu'une génération nouvelle arrive et qui avait plus de complexe. Et c'est pour ça qu'ils ont erré pendant 40 ans à la recherche de la terre promise, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle the mental slavery. Cette mentalité à vouloir tout le temps ressembler à l'ancien dominant, maître. Et comme ça, nous avons donc voulu imiter l'Occident. Et d'ailleurs, Senghor disait, en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. Pas mieux, mais comme, égal. Il ne cherchait pas à se surpasser, il voulait ressembler à l'Occident, ressembler à l'ancien colon. Au lieu d'appliquer un changement de paradigme ou de vision, on a voulu garder les choses telles qu'elles sont. Le peu de gens qui ont voulu changer les choses, que ce soit un peu Mamadou Dia ou Waldo Dia et les autres, ont fini un peu en prison. Et donc, on n'a pas changé de paradigme, pas changé de vision. On a voulu adopter les anciennes pratiques qui étaient inadaptées à notre réalité. Ouad est arrivé avec son Guana, grande offensive pour l'autosuffisance alimentaire. Il est même allé jusqu'à créer REVA, Retour vers l'agriculture. Mais il y avait les préalables. Et quand on rate les préalables, on ne pourrait jamais se développer.
Parce que comment on regarde un jeune qui est... Ils l'ont fait cette erreur-là en 1989. Pour les plus âgés, c'était l'opération Maîtrisard. Ils ont eu beaucoup de diplômés et ils ne savaient pas quoi en faire. Et ils leur ont donné des boulangeries pour certains et ils ont donné aux autres un petit commerce. Parce qu'il fallait insérer quelque part le jeune diplômé. Et ils ont appelé ça opération Maîtrisard. À la fin, il y a beaucoup qui ont failli. Il y a eu une faillite économique. Et pourtant, les gens se disaient, mais ils ont fait des études, ces jeunes-là. Pourquoi ils ont failli? Ce n'est pas parce qu'on a un bac plus 5 que le savoir que l'on a est adapté à la réalité économique. Donc, d'où l'importance de réformer le système éducatif. Mais si on n'encourage pas le consommer local, le patriotisme économique, on ne pourrait aussi pas se développer parce que si l'on préfère aller acheter ailleurs ce qu'on pourrait produire sur place, mais on ne saurait jamais s'en sortir. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a 5-10 ans, certains jeunes le savaient, on mangeait du pain riche, un mélange de pain et de mil et de farine qui nous permettait d'enrichir le paysan. À un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Soudain, on a arrêté à créer les pains riches. On est revenu au pain avec blé. Alors que le pain, dans l'histoire du Sénégal, date de 1920. Avant 1920, c'était du fondé, du latiri, du tchakri, du lard. Des plats à base de mil. Et qu'en 1920, avec l'arrivée de la colonisation, on a introduit la baguette. Et que cette baguette-là, on aurait pu la mixer avec les produits du terroir, les farines, quelque peu, même s'il y a certaines farines qui ne sont pas panifiables, comme le maïs, mais on peut les mélanger quelque part avec cette farine-là, rajouter une surdose de l'autre farine pour ne plus importer. Mais il paraît qu'un lobby du farine s'est levé, il a quelque part menacé, mis un peu d'argent, et du coup, on a arrêté ce système du pain riche. Il se complaît à des petites choses. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut changer de paradigme. C'est pour ça qu'on dit les préalables au développement du Sénégal, de la nécessité de changer de méthode. Les différents élites dirigeantes, Senghor en premier, a oublié que dans le système éducatif qu'avait mis en place la colonie ou le colon, imaginez que dans ce système éducatif, on disait il faut former le noir à accepter la domination. Il ne faut pas le former à avoir une prise de conscience. Tout ce qu'on doit lui donner doit lui permettre d'accepter cette domination. Il ne faut pas lui apprendre en mathématiques ou en physique ou en philosophie quelque chose qui lui permette de remettre en cause cette situation-là. S'il n'y avait pas eu la Première et la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'Africains n'auraient même pas demandé l'indépendance. Parce que culturellement, on nous avait formés, d'ailleurs pour ceux qui savent, ceux qui ont lu Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, ou ceux qui ont lu Aimé Césaire, ou Senghor quelque peu, savent qu'il y avait ce qu'on appelle une lobotomie culturelle. On enlève chez toi toute volonté de puissance, toute volonté de s'extirper d'une situation donnée pour aspirer au meilleur. On peut transposer ça au niveau de tous les pays africains. Ça va pas? Non, c'est bon. Ah, c'est très bien. Bon, d'accord. Malheureusement, le problème, à mon avis, c'est l'éducation. Tout est dans le mental. On a été formaté pour ça et on a ce complexe-là de ne pas s'en sortir. On va toujours devant. C'est comme en Europe, hein. On voit qu'à travers les États-Unis, ils vont courir derrière les États-Unis, ils ne l'atteindront jamais. C'est comme nous. On va courir derrière l'Europe, on l'atteindra peut-être jamais. 54 ans après l'indépendance, on est toujours à la traîne. Alors, c'est vrai, est-ce que les dirigeants africains prendront conscience un jour pour dire qu'il faut rompre le cordon ombilical qui nous lie aux anciennes métropoles? C'est difficile. On n'a pas les moyens. On ne veut pas se donner les moyens. On a les moyens. L'Afrique est excessivement riche, a des possibilités. Malheureusement, les dirigeants qui sont là, comme a dit Farrakhan, n'aiment pas l'Afrique.
tous nos problèmes est là. Je pense que, à mon avis, c'est très bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'enseignants en Afrique. S'il y en avait beaucoup, peut-être qu'on bougerait un peu. Malheureusement, le problème est là, à mon avis. Je pense qu'il faut vous encourager, continuer à mener la bataille ici et là-bas, pour que ça change. Ceux qui sont là, nous sommes vieux maintenant. Bon, c'est terminé, la lutte, on est au bout du souffle. Mais les jeunes qui émergent, c'est là ma confiance. Je dis, j'ai confiance aux jeunes. Il n'y a qu'eux qui peuvent changer. S'il y a plusieurs enseignants au Sénégal, en Guinée, moi je suis de la Guinée-Conakry, bon, au Mali, ailleurs, on n'aurait pas de problème de guerre, de ceci, en Centrafrique ou au Mali. On prendrait conscience de nos capacités pour se surpasser. Alors, continuez. Moi, c'est un encouragement que je vous adresse. Il faut mettre ça dans le cerveau des jeunes Sénégalais qui montrent, plutôt que de se faire massacrer par des requins dans la mer, ils ont tout sur place. On a tout sur place. Bon, non, moi, je ne peux plus repartir en Guinée. Je suis trop vieux. Merci. Nous sommes arrivés à 4. Si nous sommes là, c'est bien sûr parce que nous sommes quand même un peu investis dans le Sénégal. Nous avons créé une association pour les écoles dans les villages, dans la région de Thiès. Nous y sommes depuis 8 ans, donc on commence à connaître un tout petit peu, en effet, des problèmes de l'éducation. Nous en rencontrons beaucoup. Nous avons 3 écoles primaires et maintenant un collège. Et nous sommes confrontés à la grosse difficulté de la formation des enseignants sur place, parce que, eh bien, ils sortent avec le bac sur la base du volontariat, ce que vous connaissez, qui maintenant n'est plus effectivement d'actualité, mais qui l'était, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enseignants sur cette base de volontariat, et qui, je ne les blâme absolument pas, parce que leurs conditions de travail sont très très difficiles. Mais nous qui travaillons avec eux depuis 8 ans, on a vraiment l'impression que c'est un des problèmes, c'est la formation des enseignants. Donc vous insistez beaucoup sur la nécessité, en effet, d'une bonne éducation. Donc il faudrait déjà que cet enseignement soit à la hauteur de ce qu'ils attendent. La deuxième difficulté, et j'en ai parlé tout à l'heure avec la jeune femme sénégalaise qui est derrière moi, eh bien, c'est que nous constatons que les enfants, quand ils arrivent en classe, ils ne parlent pas le français, bien sûr. Hein. Et on leur demande d'apprendre à lire, à écrire en français. Je sais qu'il y a en ce moment une expérience qui est faite pour peut-être en CI et en CP commencer à leur apprendre en Wolof. Alors ça, c'est pas un problème que je maîtrise non plus, mais je pense qu'au Sénégal, ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas que le Wolof. Il y a beaucoup d'autres langues, d'autres dialectes. Je ne sais pas comment vous allez en choisir une parmi d'autres. Donc ça, c'est un réel problème. Et nous n'aidons que des écoles publiques. Et la question que nous nous posons, c'est pourquoi dans les écoles privées, le problème semble un peu moins crucial. J'ai pas d'avis, je ne sais pas si c'est une bonne solution de faire un enseignement plutôt en Wolof ou plutôt en français. Mais étant donné que quand vous allez, après ces jeunes, quand ils vont rentrer en formation, qu'ils vont aller sur le marché du travail, ils vont se retrouver qu'avec une langue française, puisque c'est la langue officielle, à défaut de la langue nationale. Donc ça, c'est la question que nous nous posons, nous, qui sommes une association de 250 personnes, 250 adhérents, beaucoup de parrains, marraines. Nous passons 2 mois par an là-bas, pour travailler sur place avec les enseignants. Donc on aimerait bien avoir une réponse à ça, si vous en avez. Je vais y revenir, je vais lui répondre vite fait et revenir vers tout le monde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la présomption de richesse. C'est que pendant très longtemps, en Afrique, on a associé être blanc à être riche. J'ai bien compris. Et donc à chaque fois qu'on voit un blanc en Afrique, on dit « Ah, il est potentiellement riche ». C'est ce qu'on appelle la présomption de richesse.
Alors qu'il y a des érémistes, il y a des SDF, il y a des gens qui ont du mal à se soigner, à manger, mais on croit toujours que tout est plus beau. Mais c'est historique. Les choses ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez, en 14-18, quand la France voulait recruter des tirailleurs, elle a envoyé un homme qu'on appelait Blaise Diagne. C'est bien avant Ramayad, hein? Blaise Diagne était le premier Sénégalais secrétaire d'État. Vous savez qu'est-ce que Blaise Diagne a promis aux Sénégalais, aux tirailleurs qu'il voulait recruter? Il leur a promis le certificat de bien manger, un meilleur salaire que le commun des Sénégalais et la nationalité s'ils se blessaient. Et chaque blessure donnait droit à quelque chose. Et donc, quand ce tirailleur partait au front, quand il revenait plus riche. Et donc, automatiquement, dans l'inconscient collectif, on a commencé à associer le fait de partir avec le fait d'être plus riche. Et le fait de vivre en Occident, si on fait la transaction monétaire, 1 euro égale 665 francs CFA, c'est-à-dire que moi qui fume des Marlboro Light, quand j'ai 1 euro, j'ai un paquet de cigarettes au Sénégal. Alors que là, il m'en faut 7. Donc, et dans l'inconscient collectif, l'Europe était devenue, voilà, l'Eldorado, l'endroit où quand on convertit ces francs, c'était 100 francs à l'époque, hein, avant la dévaluation de 94, cette dévaluation qui nous a fait beaucoup de mal quand même, beaucoup de mal au Sénégal. On n'en parle pas, mais dévaluation de 94, on nous a... voilà, elle nous a fait beaucoup de mal. Et cette image-là, moi, pendant 4 ans, j'étais aux relations internationales, donc il m'est arrivé d'accompagner des délégations de Français au Sénégal. Ce qui me surprenait, c'est qu'à chaque fois que des jeunes les voyaient, ils leur disaient « Toubab, argent ». Même s'ils ne comprenaient aucun mot du français, ils savaient dire « Toubab, argent ». Alors, je me dis, mais dans ma tête, pourquoi ces jeunes enfants associent-ils l'occidental, le Toubab, à de l'argent? Sauf que ces jeunes-là vont devenir adultes. Et ces adultes-là vont toujours associer le Toubab à l'argent. Ils vont toujours calculer que 1 euro égale 665 francs CFA. Et ils vont partir au nom de cette convertibilité. Ils disaient, ce n'est pas de l'argent. Et sauf qu'aujourd'hui, moi, il m'a fallu regarder un film qui a été tourné en Belgique, qui s'appelle Illégal, sur les camps de rétention. Je viens de Toulouse, hein. Cornebarieux, c'est l'un des plus grands camps où on retient les sans-papiers. Il m'a fallu regarder ça pour voir ce que pouvait souffrir un immigré quand il est retenu. C'était fait par des Belges, documentaire, qui s'appelle Illégal. Parce que chacun aujourd'hui connaît la loi. Donc chacun joue avec la loi pour rester plus ou moins. Le Sénégalais, quand il part, dès qu'il est dans le bateau, il déchire ses papiers. D'ailleurs, on a trouvé une solution en mettant les empreintes et les passeports biométriques, de telle sorte que quoi que l'on fasse, dès l'instant qu'on pose les doigts, on sait d'où vous venez. Mais on les brûle après. Voilà. Donc, ça veut dire... je vais dire, en fait, les Sénégalais, je vais le traduire en Wolof. Ils disent, en fait, dans notre inconscient collectif, à chaque fois qu'un homme pose quelque chose comme difficulté, on peut contourner cette difficulté. Notre pays. Et je m'en vais m'en arrêter là, juste à parler de l'effort de construction nationale. Parce que je n'aime pas le mot impôt. L'impôt. Et même les Sénégalais ne l'aiment pas, l'impôt. Mais le Sénégal, il est prêt à aller à Touba et donner 3 milliards de adieux. Vous savez que quand Seng Sidi Martin Baké a demandé à tous les mourides de donner 500 francs CFA, la BCEAO s'est dépêchée pour créer le billet de 500. Pour vous dire l'influence, la différence entre la puissance et l'influence. C'est extraordinaire comment ils sont influents quand même. Là, on ne parle plus de puissance. Hein. La puissance, elle est dans les mains de l'État, gendarmerie, armée nationale, garde républicaine, mais l'influence. Imaginez une seconde, il dit je veux 500 francs, que chaque mouride me donne 500 francs, la BCEAO se précipite pour créer des billets de 500 francs. Parce que se disait que, écoute, les pièces sont lourdes, si toutes les pièces partent, donc économiquement, ils ont trouvé une stratégie. Alors, moi, je suis pour qu'on enlève le mot impôt au Sénégal et qu'on le remplace par l'effort de construction nationale.
que chaque Sénégalais ait le sentiment qu'il contribue à l'effort de construction nationale. Et quand même on donne un passe-droit, vous arrivez à l'aéroport, vous passez le premier parce que vous payez les impôts. Dieu nous a créé égaux, mais on s'est démerdé pour créer les VIP. Même quand on prend EasyJet, on dit les speed passagers, ceux qui ont mis 5 € de plus ou 10 € de plus, vous passez devant. Quand on arrive à l'aéroport, ceux qui ont les cartes premium embarquent en premier. Ceux qui prennent visa embarquent en premier. Dieu nous a créés égaux, mais nous, les êtres humains, on s'est démerdés pour créer les VIP. Alors, créons des VIP spécialistes de l'effort de construction nationale. Tout Sénégalais qui contribue à éclairer des routes, qui contribue à améliorer les conditions de soins des gens, qui contribue à l'essor économique, celui-là, c'est le VIP de la République. Quand il vient à l'aéroport, il ne fait pas la queue. Voilà. Et il faut que nos ministres aussi, chaque année, ils renoncent à 1 mois de salaire. Non. Ils ont baissé leur salaire. Ils sont trop payés. Non. Et donc, voilà, juste là où je veux en venir. Et merci franchement de m'avoir écouté.